L'erreur qui a changé ma vie à 55 ans. Avez-vous déjà pris une décision dont vous étiez absolument certain qu'elle allait ruiner votre vie? Je parle de ces moments où vous restez éveillé la nuit, fixant le plafond, vous demandant comment vous avez pu être si insensé. Eh bien, à 55 ans, j'ai commis exactement ce genre d'erreur. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous pourquoi cette terrible décision est devenue le plus beau cadeau dont je ne savais pas que j'avais besoin. Je m'appelle Sarah, et pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, je pensais avoir tout compris. J'étais mariée depuis 28 ans, j'avais élevé 3 merveilleux enfants, travaillé comme directrice d'école pendant plus de 2 décennies, et vivais dans la même maison douillette avec sa palissade blanche que mon mari Tom et moi avions achetée quand nous étions jeunes mariés. De l'extérieur, ma vie semblait parfaite. Mais parfois, les plus grosses erreurs arrivent quand nous nous efforçons si fort de faire paraître tout parfait que nous oublions de vraiment vivre. Contenu principal. Point 1. L'erreur qui a tout brisé. Laissez-moi vous ramener à ce moment décisif. C'était un mardi soir de mars, et j'étais assise dans ma cuisine, entourée des bruits familiers de la vie de banlieue. Tom regardait les informations dans le salon, comme il l'avait fait chaque soir pendant les 15 dernières années. Notre Benjamin avait fini ses études 2 ans plus tôt, et soudain notre maison nous semblait énorme et silencieuse. C'est alors que j'ai ouvert mon ordinateur portable et tapé cette mot qui allait tout changer. Je ne crois pas pouvoir continuer comme ça. J'ai envoyé ce message à mon amour de jeunesse, Michael, avec qui j'avais renoué sur les réseaux sociaux 6 mois plus tôt. Ce qui avait commencé comme d'innocents souvenirs de nos années universitaires avait lentement évolué vers quelque chose de plus profond. Quelque chose qui me rappelait qui j'étais avant de devenir l'épouse, la mère et la directrice de tout le monde. L'erreur n'était pas de retomber amoureuse. L'erreur était de croire que je devais choisir entre honorer mes engagements passés et honorer mon vrai moi. En 3 mois, j'avais quitté mon mariage, démissionné de mon travail, et déménagé à l'autre bout du pays pour être avec Michael. Mes enfants étaient dévastés. Mes amis étaient choqués. Ma communauté se sentait trahie. Et honnêtement, j'avais l'impression d'avoir jeté aux orties tout ce pour quoi j'avais travaillé toute ma vie d'adulte. Point 2. Quand tout s'effondre, tout trouve sa place. Les 6 premiers mois ont été absolument brutaux. Je me souviens être assise dans le petit appartement de Michael au Colorado, entourée des quelques affaires que j'avais apportées, avec l'impression d'avoir échangé toute mon identité contre une chance de bonheur qui semblait soudain terriblement incertaine. Ma fille aînée ne me parlait plus. Mon fils du milieu m'envoyait des messages furieux sur comment j'avais détruit la famille. Ma Benjamine essayait de rester neutre, mais je pouvais entendre la confusion et la douleur dans sa voix chaque fois que nous parlions. Mais voici ce que j'ai appris sur le fond du gouffre, c'est en fait une fondation étonnamment solide sur laquelle reconstruire. Quand vous avez perdu tout ce que vous pensiez vous définir, vous découvrez ce qui compte vraiment. J'ai commencé à tenir un journal pour la première fois depuis le lycée. Je faisais de longues promenades dans les montagnes, quelque chose pour quoi je n'avais jamais trouvé de temps dans ma vie organisée et responsable d'avant. Et lentement, j'ai commencé à entendre une voix que je n'avais pas écoutée depuis des décennies, ma propre voix, pas celle de l'épouse dévouée ou de la directrice autoritaire ou de la mère accommodante. Permettez-moi de vous présenter Éléonore, une femme de 73 ans que j'ai rencontrée dans un café local pendant cette période difficile. Elle s'asseyait seule chaque matin, lisant de gros romans et sirotant son café avec un plaisir évident. Un jour, j'ai trouvé le courage de lui demander quel livre elle lisait. « Oh, celui-ci », sourit-elle, brandissant un exemplaire usé de L'Alchimiste. « Je le lis pour la 4e fois. Vous savez, je n'ai découvert la lecture plaisir qu'à 65 ans. J'ai passé 40 ans à penser que j'étais trop occupé pour de tels luxes. » Éléonore est devenue mon mentor inattendu, me montrant qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir de nouvelles facettes de soi-même. Point 3. Le courage de décevoir les autres. La leçon la plus difficile que j'ai apprise concernait peut-être la différence entre être égoïste et être consciente de soi. Pendant des mois, j'ai porté une culpabilité écrasante d'avoir déçu tant de personnes. Ma mère m'appelait chaque semaine, me suppliant de retrouver mes esprits et de rentrer à la maison. D'anciens collègues chuchotaient dans mon dos sur ma crise de la 50aine. Même Michael me regardait parfois avec inquiétude, se demandant si j'allais me réveiller un jour et tout regretter. Mais graduellement,
J'ai commencé à comprendre quelque chose de profond. J'avais passé 30 ans à prendre des décisions basées principalement sur ce que les autres attendaient de moi. Je suis resté dans un mariage qui était devenu plus un partenariat d'affaires confortable parce que divorcer semblait égoïste. Je suis resté dans un travail qui ne m'épanouissait plus parce que partir semblait irresponsable. J'ai gardé mes rêves et mes aspirations enfermés parce que les poursuivre semblait indulgent. La vérité, c'est que vivre une vie inauthentique n'est pas vraiment généreux envers les autres, c'est une forme de malhonnêteté. Quand nous sacrifions constamment notre vrai moi pour répondre aux attentes extérieures, nous privons le monde de nos véritables contributions. Mes enfants avaient besoin de voir une mère assez courageuse pour poursuivre le bonheur, même si c'était désordonné et compliqué. Ma communauté avait besoin de témoigner que la vie ne s'arrête pas à 50 ans, qu'il est possible de choisir la croissance plutôt que le confort. Point 4. Reconstruire la confiance en commençant par soi-même. J'ai découvert que la confiance est comme un vase délicat qui prend des années à créer et quelques secondes à briser. Après ma décision impulsive de déraciner toute ma vie, j'ai réalisé que je ne faisais plus confiance à mon propre jugement. Comment pouvais-je être sûr que cette nouvelle relation durerait? Comment pouvais-je savoir que je n'allais pas me réveiller la semaine suivante avec une vision complètement différente de ma vie? Le processus de reconstruction a été lent et intentionnel. J'ai commencé par de petites promesses à moi-même et je me suis assuré de les tenir. J'ai promis de marcher 30 minutes chaque jour, et je l'ai fait même quand il pleuvait. J'ai promis d'appeler un de mes enfants chaque semaine, qu'il veuille me parler ou non. J'ai promis d'écrire dans mon journal chaque matin, même quand je n'avais rien d'intéressant à dire. Laissez-moi vous parler de Robert, un veuf de 68 ans que j'ai rencontré dans un groupe de soutien pour personnes traversant des transitions majeures. Robert avait perdu sa femme de 45 ans des suites d'un cancer et se sentait complètement perdu. « Je ne sais pas qui je suis sans Betty », nous a-t-il dit un soir. Mais au fil des mois, nous avons vu Robert se redécouvrir lentement. Il a commencé à prendre des cours de cuisine, quelque chose que Betty avait toujours fait. Il a commencé à faire du bénévolat au refuge pour animaux, quelque chose qu'il avait toujours voulu faire mais pour lequel il n'avait jamais eu de temps. Plus important encore, il a appris à prendre des décisions basées sur ses propres intérêts et valeurs, pas seulement sur ce que Betty aurait voulu. Point 5. La liberté inattendue de recommencer. Il y a quelque chose à la fois terrifiant et exaltant à recommencer à 55 ans. Contrairement à recommencer dans la vingtaine, vous apportez des décennies d'expérience, de sagesse, et de clarté sur ce qui compte vraiment. Vous n'essayez plus de faire vos preuves à tout le monde, vous êtes enfin libre de vous faire plaisir. Michael et moi avons décidé de ne pas nous marier tout de suite. Au lieu de cela, nous avons passé 2 ans à simplement apprendre à être ensemble sans la pression des attentes traditionnelles. Nous avons voyagé dans des endroits que j'avais toujours voulu voir mais que je n'avais jamais priorisés. Nous avons eu des conversations qui duraient des heures, quelque chose qui avait disparu de mon mariage précédent des années plus tôt. Nous avons créé de nouvelles traditions au lieu d'essayer de reproduire les anciennes. Mais la liberté la plus inattendue était la liberté du perfectionnisme. Dans mon ancienne vie, je ressentais la pression d'avoir la maison parfaite, les photos de famille parfaites, la trajectoire de carrière parfaite. Dans ma nouvelle vie, j'ai embrassé la beauté de l'imperfection. Mon petit appartement était encombré de livres et de matériel artistique. Ma relation avec Michael avait des hauts et des bas que nous traversions ouvertement au lieu de nous cacher derrière des façades polies. Ma relation avec mes enfants était compliquée et demandait un effort constant, mais elle était vraie d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant. Point 6. Guérir ce qui semblait irréparable. Le chemin du retour vers mes enfants a été le voyage le plus long et le plus important que j'ai entrepris. Ma fille aînée, Jennifer, avait 32 ans et préparait son propre mariage quand je suis parti. Elle était furieuse que j'ai perturbé ce qu'elle appelait la fondation stable de notre famille juste au moment où elle essayait de construire la sienne. Pendant plus d'1 an, nous avons à peine parlé. La percée est venue quand Jennifer m'a appelé en pleurant une nuit. La préparation de son mariage lui causait un stress énorme, et elle se sentait dépassée par les attentes de tout le monde. « Maman, dit-elle à travers ses larmes, je crois que je comprends maintenant pourquoi tu es partie. J'ai l'impression de me noyer dans ce que tout le monde veut pour mon mariage, et j'ai perdu de vue ce que je veux vraiment. »
Cette conversation a ouvert la porte à un nouveau type de relation avec tous mes enfants. Au lieu d'être la mère qui avait toutes les réponses, je suis devenue la mère qui était encore en train de comprendre. Nous avons commencé à avoir des conversations honnêtes sur le mariage, la carrière, le bonheur et l'authenticité. Mon fils du milieu, David, m'a finalement dit « Je suis fier que tu aies eu le courage de choisir le bonheur, même si c'était difficile pour nous tous. » Point 7. Le cadeau qui continue de donner. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je peux honnêtement dire que mon erreur a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Pas parce que tout s'est parfaitement arrangé, la vie est plus désordonnée et compliquée que ça. Michael et moi nous sommes finalement mariés, mais nous avons aussi suivi une thérapie de couple pour résoudre nos problèmes de confiance et de communication. Ma relation avec mes enfants est plus forte que jamais, mais cela a demandé des années de patience et de pardon de la part de nous tous. Le vrai cadeau a été d'apprendre qu'il n'est jamais trop tard pour choisir l'authenticité plutôt que le confort, la croissance plutôt que la sécurité, la vérité plutôt que la commodité. J'ai découvert que j'étais plus courageuse que je ne le pensais, plus résiliente que je ne l'imaginais, et plus digne de bonheur que je ne l'avais jamais cru. Je travaille maintenant comme coach de vie, aidant d'autres personnes à naviguer les transitions majeures dans la cinquantaine, la soixantaine et au-delà. Chaque semaine, je rencontre des clients qui se sentent coincés dans des vies qui ne leur correspondent plus. Je partage mon histoire non pas pour encourager les gens à faire des changements drastiques, mais pour leur rappeler qu'ils ont plus de choix qu'ils ne le pensent. Parfois, la plus grosse erreur est de ne faire aucun changement du tout. En repensant à ce mardi soir où j'ai envoyé ce message qui a changé ma vie, je réalise que mon erreur n'était pas d'avoir perturbé ma vie confortable. Mon erreur était d'avoir attendu si longtemps pour écouter mon vrai moi. La vraie tragédie aurait été de passer le reste de mes années à me demander « et si ». Je veux que vous sachiez que quelle que soit l'erreur que vous affrontez, quel que soit le regret que vous portez, quel que soit le changement que vous avez peur de faire, vous êtes plus fort et plus capable que vous ne le réalisez. Votre vie n'est pas finie parce que vous avez pris un mauvais tournant. Parfois, le mauvais tournant est exactement ce qui vous mène là où vous devez être. Alors voici ma question pour vous. Quelle voie avez-vous ignorée? Quel rêve avez-vous reporté? Quelle conversation avez-vous évité? Le moment, c'est maintenant, non pas parce que la vie est courte, mais parce que la vie est précieuse, et vous méritez de la vivre authentiquement. J'aimerais entendre vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà fait une erreur qui s'est révélée être une bénédiction? Quel est un petit pas que vous pourriez faire aujourd'hui vers une vie plus authentique? Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. Si cette histoire vous a touché, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne pour plus de conversations sur l'art d'embrasser les seconds actes de la vie. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, partagez cette vidéo avec lui. Parfois, nous avons tous besoin d'un rappel que nos plus grandes erreurs peuvent devenir nos plus grands maîtres. Merci d'avoir écouté mon histoire. Souvenez-vous, vous n'êtes jamais trop âgé pour écrire un nouveau chapitre.